Chers téléspectateurs, auditeurs, internautes du groupe Electron Média, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous citoyen. Un rendez-vous où tous les citoyens s'expriment librement pour apporter leur contribution par rapport à l'émergence du pays. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial et sensible qui touche notre sécurité et surtout notre vivre ensemble. La prolifération des armes au Tchad et ses conséquences sur les conflits intercommunautaires. Depuis quelque temps, nous constatons les conflits dans certaines régions du Tchad. Alors, la circulation incontrôlée des armes aggrave les tensions, transforme les différends en affrontements meurtriers dont les couches les plus vulnérables, qui sont les femmes et les enfants, sont victimes. Pourquoi autant des armes circulent malgré les fouilles, malgré les contrôles de la police, malgré les saisies des armes? Quelles en sont les conséquences sur la relation entre la population, entre les communautés, et quelle est surtout la solution pour garantir une sécurité et la paix durable au Tchad? Alors, pour en parler, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur le plateau M. Ouley Diaoukamla, qui est membre du conseil politique du Parti Mouvement Patriotique du Salut, MPS. Bonjour, M. Ouley. Bonjour. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également le docteur Idriss Assal Abdraman, qui est juriste et analyste politique. Chercheur. Oui, effectivement. D'accord. Merci également d'être sur le plateau. Merci. Nous avons aussi le docteur Yamigué Betty Bay, analyste politique et chercheur senior au Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines, CRASH, c'est ça? Oui, c'est bien cela. Merci beaucoup également d'être sur le plateau, surtout du rendez-vous des citoyens. Je vous en prie. Alors, je vais commencer par vous. Quelle lecture faites-vous sur la prolifération des armes au Tchad? Alors, aujourd'hui, la prolifération des armes, et surtout des armes à feu et des armes de guerre dans le contexte du Tchad, interroge et inquiète en même temps parce que sur plusieurs années, on observe régulièrement qu'il y a des efforts des autorités pour collecter ces armes, mais toujours est-il que plus il y a ces efforts, c'est-à-dire plus il y a des programmes ou des informations dans les médias qui restituent un peu ces efforts de collecte, plus on a l'impression que le volume, la quantité des armes qui circulent entre les mains de ceux qui ne devaient pas les détenir augmente, et ces armes se retrouvent dans les conflits interpersonnels et dans les conflits entre des groupes d'individus. Donc c'est une situation qui interroge. On a l'impression qu'il y a des forces occultes qui injectent des armes dans la société tchadienne sans que ceux qui ont la charge d'éviter que cette situation perdure n'ont la capacité de freiner le phénomène. Alors, M. Ouley, quel est votre regard par rapport à la circulation des armes au Tchad? Je pense qu'il faut situer les choses dans leur contexte. La prolifération des armes de guerre dans notre pays est un phénomène que nous héritons de l'histoire un peu politico-militaire de notre pays, mais aussi et surtout de l'instabilité que nous avons tout autour de nous, au Soudan, en Libye et surtout la zone également du bassin du lac Tchad. Vous savez, en décembre 2014, lors du Forum sur la sécurité et la paix de Dakar, le fait maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a interpellé effectivement les dirigeants de l'OTAN sur la crise libyenne. Vous savez, la Libye est le pays le plus armé d'Afrique, au temps du président Gaddafi. Et à la chute du régime de Gaddafi, toutes ces armes se sont évaporées dans la nature. Et à côté de nous, ici au Soudan, avec les différentes crises que ce pays rencontre, les armes sont à profusion. Ils sont vendus sur les marchés comme de pain. Et nous avons plus de 1000 kilomètres avec la Libye, plus de 1000 kilomètres avec le Soudan. Et nous avons tout le contour du bassin de la Tchad qui a également hérité de ces armes
à travers le groupe Boko Haram. Et donc, les populations entrent et sortent entre ces deux pays. Vous voyez, quand vous partez à Adré, à la frontière avec le Soudan, en face de la ville d'El Dinaïna, eh bien, les gens, il suffit de traverser le Wadi pour être du côté du Soudan, et de l'autre côté, la même chose. Il y en a qui quittent ici pour aller paître leur troupeau de l'autre côté, de l'autre, ils viennent paître leur troupeau ici. Et donc, ces gens-là ont la facilité, la possibilité d'avoir ces armes-là. Maintenant, il faut reconnaître que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. N'eût été cet effort, ces efforts, je vais dire, la crise allait être encore plus profonde. Parce que lorsque j'étais là-bas en janvier, dans les cadres des services, vous allez voir, quand vous partez à Adré dans la brousse, vous allez voir que les forces mixtes sont là pour cette dissuasion physique. Et c'est vrai que quand on fait des fouilles, on ramasse des armes. Mais les armes qui alimentent beaucoup plus les conflits intercommunautaires, c'est dans les villages, en périphérie de la ville. Ici, en ville, encore, la dissuasion est faite. Chaque fois qu'il y a des fouilles, les armes sont ramassées et il y a très peu de conflits ouverts, directs en ville, à armes à feu. Et les armes à feu aujourd'hui, ce sont des armes automatiques. Donc, ça dit, il suffit que la personne appuie sur la gâchette et plusieurs balles s'en vont. Ce qui fait que le ressenti aujourd'hui, le ressenti de ces armes entre les civils dans les conflits intercommunautaires engendre beaucoup plus de conséquences. Vous voyez donc, le contexte, il est là. Il est d'abord global, il est intra-frontière, et il faut reconnaître que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour contenir. Mais nous pensons qu'on peut mieux faire. Alors, M. Oulé, tout à l'heure, vous parlez de la vente des armes qui se font un peu partout. Alors, est-ce que l'État n'a pas le regard derrière cette vente-là, ou bien est-ce que l'État ne peut pas contrôler tout simplement la vente de ces armes? Je n'ai pas dit qu'il y a des ventes des armes ici au Tchad. J'ai dit dans les pays voisins. Dans les pays voisins. À El Dinaïna, par exemple, il y a un marché qu'on appelle Afuktagitak. Dans ces marchés-là, on vend les armes à ciel ouvert. C'est un pays voisin, c'est un pays qui est en guerre. Et donc, lorsqu'une personne veut se procurer une arme, s'il arrive à traverser la frontière, c'est facile pour lui de se procurer cette arme-là. Notre gouvernement est conscient de tous ces choses qui se passent, tous ces enjeux-là. C'est pourquoi il y a ce déploiement de forces mixtes autour de la frontière. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent à passer entre les filets, mais nous pensons qu'il faut doubler d'efforts. Et donc, quand on viendra sur la stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire, eh bien, on en parlera. D'accord, M. Idrissa. Quel est votre regard par rapport à la prolifération des armes sur toute l'étendue, hein, je dirais? Eh bien, merci, madame, en tout cas, pour l'invitation. Merci de m'accueillir pour échanger autour d'un sujet aussi urgent, aussi grave qu'urgent, la prolifération des armes dans le conflit intercommunautaire au Tchad. Je dois dire que cette situation actuelle mérite une attention toute particulière, lucide, rigoureuse et surtout responsable. Aujourd'hui, dans notre pays, la prolifération même des armes dans les différents conflits intercommunautaires, c'est-à-dire si nous sommes retrouvés pour parler de cela, ce n'est pas seulement pour parler de circulation d'armes ou de conflits locaux. Nous parlons de la désintégration progressive du vivre ensemble, de la cohésion sociale, de l'unité nationale et même la fragilisation de l'appareil de l'État. Et puis, voilà donc, depuis plusieurs années, notre pays fait face à une montée inquiétante des violences intercommunautaires dans notre pays. Et nous sommes vraiment inquiets de cette situation qui met mal l'unité nationale. Et là où jadis les communautés essayent de régler leurs différends par la médiation, par la négociation, et je peux dire aussi par la négociation coutumière, par la médiation coutumière, autant pour moi, et d'une certaine manière par l'autorité administrative locale. Et brusquement, ces différends prennent aujourd'hui une tournure de plus en plus meurtrière.
une tournure de plus en plus meurtrière. Et chaque jour, nous perdons des êtres chers, nous perdons des compatriotes, des frères, des sœurs, en tout cas des enfants, des villages, des femmes, sur l'ensemble du territoire national. Et c'est quand même inquiétant. Tout à l'heure, le grand frère avait si bien rappelé la circulation des armes autour de nos frontières. C'est vrai, nous avons la Libye qui, depuis un certain nombre de temps, fait face à une crise, à une guerre civile. La Centrafrique, bien évidemment. Il y a aussi l'est de notre frontière avec le Soudan. Et ces frontières deviennent en quelque sorte des points de corridor pour la circulation des armes, parce que toutes ces armes proviennent des guerres civiles dans ces pays-là. Donc, ça alimente directement maintenant ces conflits-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs armes dans notre pays. Oui. Il y a plusieurs personnes qui détiennent les armes. Et moi, je peux dire qu'aujourd'hui, au Tchad, il y a des mécanismes, par exemple juridiques, sur le port d'armes, le commerce et même la détention. Alors, M. Idrissa, comment est-ce que vous expliquez le port d'armes, que ce soit armes blanches, que ce soit armes à feu, et surtout l'utilisation aussi des armes, malgré les contrôles, malgré les fouilles, malgré les saisies? Comment est-ce que vous expliquez cela? Parce que cette variable nouvelle qui change maintenant, par exemple, le port, en tout cas, la détention des armes, en tout cas, dans notre pays. Il y a un sujet que parfois, nous, on n'a pas vraiment le courage de le dire ou bien d'affronter. Parce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, en tant que citoyen, il faut avoir le courage de dire de manière directe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans tous ces conflits-là, dans l'ensemble de notre territoire, parfois ce n'est pas seulement par la peur ou bien par la vengeance. L'arme même en question devient un signe de pouvoir. Un signe de pouvoir où parfois les gens prennent les armes juste pour avoir un statut. Et aujourd'hui, il y a des gens qui détiennent les armes et ils ne sont même pas inquiétés. Oui, justement. Et l'autorité de l'État est remise en cause. Alors, M. Oulé, il y a aujourd'hui, je dirais même les civils qui utilisent les armes comme ça sans se gêner, sans avoir peur. Et je ne sais pas comment est-ce que vous expliquez cela, parce que quelquefois, je ne sais pas, peut-être lors des cérémonies de réjouissance, les gens tirent comme ça les armes à feu en l'air en désordre. Je ne sais pas, comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, ce que vous venez de dire, ce n'est pas dans les cadres de conflits intercommunautaires. Oui, mais je voulais revenir à l'origine. Oui. Vous savez, dire qu'hier, il n'y a pas de conflit intercommunautaire n'est pas vrai. Il y a eu toujours des conflits intercommunautaires. Les gens se bagarraient pour le problème des champs, les gens se bagarraient pour le problème du pâturage. Ça a existé depuis toujours. Mais, comme mon prédécesseur vient de le dire, on arrivait à les gérer, on arrivait à faire de la médiation coutumière, on trouvait des solutions. Et même lorsque les gens utilisaient des armes, c'était des armes blanches, et donc les dégâts étaient minimes. Justement, et la communication aussi, il faut dire que hier, le monde n'était pas si connecté que ça. Même s'il y a un événement qui se passe quelque part, personne n'est au courant. C'est circonscrit et c'est réglé à l'échelle locale. Il y a cette amplification des phénomènes, des conflits par la médiatisation à outrance, à travers soit les réseaux sociaux, à travers soit la presse, et tout cela n'arrange pas les choses. Les armes, même dans les années 60, 70, existaient dans les campagnes. Mais c'était des armes pas automatiques. Et donc même quand les gens les utilisaient dans les conflits, eh bien, tu tires une masse sensible, pum, le temps de charger une autre, les gens sont venus à te maîtriser. Or, aujourd'hui, ce sont des armes automatiques, comme j'ai dit. Et donc, quand vous vous bagarrez, les gens viennent pour vous arrêter, comme ce qui s'est passé à Molou, ils sont deux,
eh bien, les gens venaient vers eux pour les arrêter, ils enlèvent les armes, ils tirent, comme c'est automatique, tout de suite, beaucoup de gens tombent. Et donc, vous voyez les conséquences de la prolifération des armes automatiques dans les campagnes sont très dangereuses. Et dire que le gouvernement ne fait rien n'est pas vrai. Je disais que si seulement le gouvernement n'a pas mis des dispositions dans les frontières pour contenir et récupérer les armes, ça allait être encore plus sérieux. Donc, le risque zéro en sécurité n'existe pas. Mais nous pensons que le gouvernement doit faire beaucoup plus d'efforts. D'ailleurs, le dernier communiqué du mouvement patriotique du salut sur les différents conflits est clair. Il faut que le gouvernement s'assume pour traduire en justice ceux qui commettent des exactions. Il faudra qu'il fasse des enquêtes administratives pour identifier la faille dans la chaîne administrative, dans la chaîne sécuritaire. Vous savez, lorsque vous écoutez les médias, vous écoutez que non, il y a une personne qui est allée dans une école aux États-Unis, a tué 30 personnes, 40 personnes, ainsi en Belgique, en France. Les phénomènes des armes sont importants. Nous ne disons pas ça pour nous justifier, pour dire que non, il faut relativiser. Non. Nous disons c'est là, au niveau du mouvement patriotique du salut, on a dit qu'il faudra que la chaîne des responsabilités soit lubrifiée. Il faudra qu'on sache qui fait quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette faille sécuritaire? La responsabilité est partagée. Vous savez, lorsque dans une communauté, une personne arrive à avoir une arme, tout de suite dans la société, les gens savent. Il faut que la personne soit également dénoncée auprès des autorités militaires, ou auprès des autorités sécuritaires. Et donc, la population, même quand, malgré qu'on dit qu'on fait les fouilles, malgré qu'on informe les gens, il faut que vous dénoncez les gens qui ont des armes, et les gens gardent le silence. Donc, je pense que la responsabilité est partagée. Il faudra effectivement que chacun puisse prendre sa responsabilité. Docteur Damigui, vous avez quelque chose à ajouter? Permettez-moi de revenir un peu en arrière, surtout sur certains éléments d'argumentation de M. John Kamla. Je suis totalement d'accord que le gouvernement, du moins, et les autorités font des grands efforts pour la sécurisation des frontières. Il a totalement raison quand il a convoqué les facteurs historiques pour expliquer cette question de prolifération des armes. Mais quand on prend, par exemple, la frontière avec le Soudan, c'est à plus de 1100 km. La force mixte n'a que 3 points d'entrée. Il n'y a pas de barrière naturelle. Et donc, même le contrôle de cette frontière-là, de milliers de kilomètres, est totalement presque hors de portée de la force mixte. C'est pareil pour la Libye, c'est pareil pour le Niger, les frontières avec le Nigeria. C'est pratiquement des frontières sous l'eau, avec juste quelques points d'entrée. Et donc, le contrôle, la sécurisation, du moins le contrôle des interactions au niveau des frontières par les autorités nationales est assez délicate. Et aujourd'hui, ces armes qu'on retrouve entre les mains des civils ne viennent pas véritablement, du moins en grande partie, ne viennent pas de ces circuits-là. Il y a les rébellions avec des accords réguliers et ce qu'on observe, c'est que le désarmement qui est censé suivre les accords, ce désarmement n'est pas efficace. Donc les gens signent des accords, ils rentrent, ils ne sont pas réintégrés dans les circuits sécuritaires ou dans les circuits administratifs. Il y en a qui restent chez eux avec leurs armes. Alors, permettez-moi d'aller jusqu'à la fin de... Et la grande partie des armes qui se retrouvent entre les mains des citoyens viennent même des circuits officiels. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis dans l'armée, j'ai un pistolet, j'ai une arme de guerre. Je ne m'offusque pas que mon enfant se promène avec ça la nuit. Parfois, je ne suis même pas au courant. J'ai un champ, j'ai des personnes que j'ai recrutées pour surveiller mon champ. Je leur donne 2-3 fusils parce que j'en ai 4-5. Et donc, parfois, ce sont des armes qui repartent du circuit officiel par des voies peu orthodoxes qui alimentent cette prolifération. Vous avez tout à l'heure posé la question de pourquoi on en est arrivé là. J'ai comme l'impression qu'il y a des éléments nouveaux qui ont intégré la culture tchadienne. Aujourd'hui, le Tchadien, et je pense que l'autre panéliste l'a très bien dit, le Tchadien ne se gêne pas de se promener avec une arme. Il y a des exemples.
à un rond-point, j'assistais de façon ahurissante à un contrôle. C'est-à-dire, des éléments de force de sécurité étaient là pour faire le contrôle. Quelqu'un arrive à moto, on lui dit, on est là pour vérifier si vous avez des armes. Il a sorti le pistolet. Il l'a brandi d'abord, il a demandé qu'on le fouille. C'est totalement ahurissant. Donc, il y a aussi le sentiment d'impunité. Dans certaines parties du pays, il y a des gens qui ont, du moins, peut-être pas d'impunité, mais il y a des gens qui ont l'impression que l'État est devenu incapable de les protéger. Donc, il faudrait qu'ils prennent eux-mêmes leur sécurité en main. Et j'ai écouté des témoignages similaires dans une ville vers la frontière libyenne où on faisait une intervention. Lorsque j'ai posé la question, je dis, mais est-ce que ça vaut le coup que des enfants aillent à l'école avec des armes? Une dame m'a dit, mais si mon enfant part à l'école sans armes, je ne suis pas sûr qu'il rentre en bonne santé à la maison. Donc, il y a des éléments nouveaux qui intègrent la culture. Et puis, il y a aussi la banalisation de l'arme tout court chez nous aujourd'hui, qui entretient aussi ce phénomène. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des mesures de prévention, ou soit des mesures qui autorisent d'abord les civils le port d'armes avant de pouvoir porter les armes? Parce que là, on se rend compte que les civils utilisent ou soit portent des armes sans autorisation, d'une manière illégale. Je crois que la réglementation, elle est là, mais elle est peu connue. Et puis aujourd'hui, ceux qui sont en charge de faire respecter ces réglementations sont eux-mêmes dépassés par les événements. Chacun porte comme il le peut. Ceux qui ont la charge de s'assurer que ces réglementations soient respectées, ils n'ont peut-être pas forcément les moyens de leur politique. Et parfois, c'est votre propre chef, c'est lui qui est votre supérieur hiérarchique. Il se retrouve dans cette situation où des enfants partent de chez lui, ou des membres de sa famille, ou lui-même, il se met à contribuer à ce phénomène. Donc, c'est encore une fois la question de l'application des textes ou des moyens de faire appliquer les textes. Aujourd'hui, sur certains pans de la responsabilité publique, on a l'impression que les autorités sont devenues impuissantes. Non, moi je ne dirais pas que les autorités sont devenues impuissantes. Je pense qu'il y a dans la chaîne de commandement ou la chaîne de la sécurité quelques différences. Vous savez, le jeudi dernier, le chef de l'État a réuni tous les responsables de sécurité. Et c'était devant eux qu'ils s'étaient offusqués de la situation du pays. Il était clair avec eux. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous sommes allés en 2022 au dialogue national inclusif. Tout ce descriptif que nous faisons, tous ces diagnostics que nous faisons ont été faits avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes. On sait ce qui se passe. Mais fondamentalement, il y a quelques brebis galeuses. Et la dernière sortie du chef de l'État est claire là-dessus. Chacun doit prendre ses responsabilités pour que la question de la sécurité soit restaurée. Donc, s'il y a un responsable de sécurité qui prend des armes et qui remet à ses enfants, eh bien, cette fois-ci, ce responsable sera face à ses responsabilités. Et les derniers réaménagements qui ont été faits par le chef de l'État dans la nomination au niveau de quelques provinces participent à cela. Parce que ce sont des hommes qui se sont illustrés déjà dans l'administration et qui ont pris leurs responsabilités chaque fois qu'ils étaient aux commandes. Et donc, il y a ça. Et donc, quand je parlais de la responsabilité quelque part ici, je disais que c'est de la responsabilité de tout le monde parce qu'effectivement, tout le monde a fait installer dans sa conscience que c'était normal d'avoir une arme. Et donc, il revient à la puissance publique, à l'État. Il y a cette complicité-là. Je pense qu'il faut maintenant sensibiliser les gens. Il faut dire au chef de sécurité, par exemple, que c'est ta responsabilité de dénoncer toute personne dans ta communauté qui dispose des armes. Il faut dire au chef de village, si tu vois quelqu'un avec une arme circuler, c'est de ton devoir de dénoncer. Et aujourd'hui, vous savez, le monde est tellement connecté que si vous faites bien votre travail, ça se ressent. Personne ne peut masquer ou fermer ce que vous faites. Alors, est-ce que le gouvernement s'assume réellement par rapport au contrôle port d'armes de façon anarchique par des gens dans les campagnes ou dans les crises communautaires? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons faire une courte pause pour recevoir notre quatrième invité.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes de retour à votre rendez-vous citoyen, notre quatrième invité qui est déjà installé, Monsieur Abdoulaye Bono Kono, qui est substitut du procureur. Bonjour monsieur et bonne arrivée. Bonjour madame. Toutes mes excuses d'abord pour ce retard. Merci d'être arrivé, même si vous êtes en retard. On dit que la fin des choses est mieux que son début. Donc, alors, nous sommes en train de parler de la prolifération des armes au Tchad. Quelles sont les conséquences? Alors, quel regard faites-vous sur la circulation, le port, l'utilisation des armes d'une manière générale? La prolifération des armes, leurs répercussions sur les conflits. Justement. Je crois que j'ai un général en face de moi, celui qui s'occupe des armes. Je crois que il est le mieux placé pour nous dire, mais ce sont eux qui contrôlent, en fait, qui distribuent à qui de droit les armes, qui contrôlent. Mais comment se fait-il que les armes se retrouvent entre les mains des citoyens, des civils, et qui nous causent énormément de dégâts, des problèmes. Et aujourd'hui, c'est vrai. Vous savez que les conflits, on a enregistré en moins de 2 mois 4 sérieux conflits qui ont fait des dégâts humains énormes. On a perdu des concitoyens. Alors, moi, je pense que à ce niveau, il faut chercher, quand c'est comme cela, il faut chercher à voir pourquoi cela se produit, quels sont. Je pense que l'État ne distribue pas les armes. Quels sont, mais bien entendu. L'État ne distribue pas les armes aux citoyens. L'État, en fait, l'État, quand je dis distribuer, bon, c'est pas comme des cacahuètes, des gâteaux. Ah, heureusement. Mais à qui de droit, je l'ai dit. Donc, voilà. La réglementation. Oui, bien sûr, j'ai dit à qui de droit, ça veut dire que c'est le combat au militaire. C'est ça. Voilà. On distribue. Le civil, s'il a besoin de détenir une arme, c'est surtout une arme de poing. C'est pas une arme de guerre. Et là, il faut une autorisation. Absolument. De port d'armes. Sinon, c'est une détention illégale d'armes. Ça, c'est légal. La loi régit cela. Et justement, aujourd'hui, la prolifération des armes cause énormément de dégâts. Cherchons les causes profondes. Oui, il faut identifier les causes et maintenant, quelles sont les solutions? Les solutions, je crois que ce n'est pas aux citoyens, nous les civils, d'en trouver. Mais je pense que l'État a ses prérogatives, a sa puissance, a toutes les possibilités. Lui qui a doté les militaires et que ces armes-là se retrouvent entre les mains des civils, le Tchad fait face, qui a la seule solution. Aujourd'hui, le Tchad fait face à l'insécurité qui va grandissant. Nous avons les cas de vol un peu partout. Nous avons également les cas des agressions. Mais je me pose la question, les armes qui sont saisies, où est-ce que ces armes vont? À chaque fois, on assiste à des présentations, les séries de présentations répétées, les saisies, des malfrats, les brigands, à chaque fois par la police. Mais la suite, où est-ce que ces armes vont? Oui, en fait, les armes qui se retrouvent entre les mains des civils, ces personnes qui n'ont pas le droit d'en détenir, quelles sont ces personnes-là? Vous avez cité que c'est des brigands, c'est des malfrats. Alors, où est-ce qu'ils en trouvent? Et pour les acteurs des conflits, conflits intercommunautaires, conflits extra-communautaires, c'est que ces personnes qui détiennent ces armes, où est-ce qu'elles en trouvent? Est-ce qu'elles achètent? Est-ce qu'on leur donne ça gratuitement? Et pourquoi en faire? Alors, moi, je dirais, c'est que si je m'en vais parler des conflits
communautaire. Et vous savez que quand on parle de conflits intercommunautaires, il y a deux types de conflits communautaires. Vous avez le conflit intercommunautaire entre deux communautés et le conflit intra-communautaire, c'est-à-dire une communauté qui s'entre-déchire. Alors, les causes, identifions les causes. Quand on parle de conflit communautaire, inévitablement, agriculteurs-éleveurs. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, moi je suis obligé de le dire, l'agriculture qui était l'apanage des Arabes Alors, et des peuples. monsieur Abdoulaye, hein, Oui. tout au long de la semaine, nous avons essayé de parler un peu des conflits intercommunautaires Oui. à travers différents panels, Oui. différents panélistes qui se sont relayés sur le plateau à tour de rôle. Oui. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, hein, c'est la prolifération des armes. des armes et ses justement, conséquences sur ses les conséquences, conflits, sur les conflits. Voilà. agriculteurs-éleveurs. Justement. Mais Et justement, donc- en fait, je crois s'est que- interrogé, il s'est interrogé sur les causes Justement. de cette prolifération d'armes de guerre. Oui. Nous l'avions dit quelques minutes avant qu'il n'arrive. Justement, nous l'avons commencé. Qu'aujourd'hui, la prolifération d'armes chez nous a ses conséquences liées directement également aux échanges que nous avons avec les pays frontaliers. Je disais tout à l'heure que lors du forum sur la sécurité et la paix de Dakar en 2014, le président Alors, Déby c'est avait qu'une- interpellé effectivement tous les Messieurs, Occidentaux sur Mais la moi, prolifération c'est des que armes je chez nous. voudrais dire. Mais si vous C'est-à-dire, le permettez, vous auriez on ne va pas revenir en arrière puisque oui, justement, là, vous il fallait... auriez dû me laisser d'abord dire ce que je... Parce que vous n'avez pas... Parce que vous Mais interrogez justement. sur les D'accord, causes, justement, alors, on en parle. c'est Mais pourquoi- Monsieur justement, Abdoulaye, essayez d'aller c'est un peu que, plus vite. Justement, c'est-à-dire Alors. comment les armes se retrouvent entre les mains, soit des agriculteurs, soit des éleveurs. Comment? Et tout à l'heure, je voudrais vous dire que aujourd'hui, l'agriculture, enfin l'élevage est passé d'une main à une autre. Pourquoi? Ces Arabes et ces peuples qui avaient l'apanage de cette activité, non mais ils n'en exercent plus. Ils sont devenus des gardiens. Aujourd'hui, les éleveurs sont devenus des autorités militaires, des autorités administratives, des commerçants, et ces personnes, pour assurer la sécurité de leur bétail, ces Arabes, ces peuples qui étaient, eux, les vrais agriculteurs avant, ils sont devenus des gardiens, et pour la sécurité de chacun, de son troupeau, il est obligé de donner à ces gardiens des armes. Et ça, je vous le dis, moi, j'ai géré des conflits quand j'étais dans le sud, et beaucoup plus, c'est dans le sud que ces conflits agriculteurs-éleveurs. Dans le nord, c'est beaucoup plus intra-communautaire pour des questions de puits, pour des questions... Alors, ces armes, ce sont les propriétaires des troupeaux eux-mêmes qui donnent à leurs gardiens ces armes pour assurer la sécurité. Et vous savez que avant, est-ce que les peuls, c'est les flèches? Avant, c'est les flèches. Aujourd'hui, les peuls ont des armes. Et ces peuls qui ne sont pas les propriétaires de ces troupeaux, où est-ce qu'ils en trouvent? Vous savez, c'est des généraux, c'est des autorités administratives qui sont devenus propriétaires, et ce sont eux qui... Donc, un conflit se produit, et vous savez que quand un conflit intervient, celui qui détient de l'arme, il se sent plus puissant et il n'a plus peur de rien. Vous savez, il sent qu'il est puissant et pour un rien, il est prêt. Alors, Et monsieur pour un Abdoulaye, conflit. Et donc, moi, je trouve que aujourd'hui, des contrôles d'armes se font, des fouilles aujourd'hui, chaque jour, au niveau des ronds-points, justement. et même dans les zones urbaines, des contrôles se font. Mais pourquoi? Moi, la question que je me pose, d'ailleurs, il y a de cela 2-3 jours, lors de la proclamation des résultats, vous n'avez pas entendu les armes. Mais quels sont ces gens, quels sont ces citoyens? Est-ce que c'est des militaires qui tirent des jeunes
pour avoir réussi à leur examen, ils tirent. Mais ces armes, pourquoi l'État, à travers la police, pourquoi l'État n'exerce pas sa puissance? Alors, mais il y a des tirs. Abdoulaye. Posons-nous la question. En ville, en pleine ville, Monsieur Abdoulaye. ces tirs, tous ces armes qui circulent, alors que les contrôles se font au quotidien, mais il y a des individus, il y a des personnes, il y a des citoyens qui détiennent, qui continuent à détenir ces armes. Justement. Et l'État prend des mesures. Et ces mesures ne sont pas suivies. Alors, M. Abdoulaye, en tant que... C'est vous qui nous avez ramené en arrière. Parce que là, permettez qu'on avance parce qu'on a assez perdu du temps. Normalement, notre invité, quand il arrive, on a assez perdu du temps il se met au niveau où le débat se trouve et il prend et il va avec nous. Mais il ne nous ramène pas sur ce qu'on a déjà abordé pour revenir en arrière. Permettez que nous avancions. Vous permettez qu'on apporte quelques éléments de clarification avant qu'on aille plus loin. Nous avons le sentiment que le débat n'est pas assez équitable. Non. Nous, permettez que nous avançons. Alors, ce que j'aimerais comprendre maintenant, quelles sont les conséquences maintenant de cette prolifération des armes-là dans les relations intercommunautaires, dans les relations, je ne sais pas moi, sociales, au sein de la population? Moi, je pense que c'est évident, c'est l'aggravation des violences dans les interactions entre des individus et des communautés. C'est l'alourdissement même des bilans des conflits intercommunautaires ou intracommunautaires. Je pense que M. Dionkam l'a dit au début. Ce n'est pas des phénomènes nouveaux, ces conflits-là, sauf que ces derniers temps, on assiste à des conflits de plus en plus violents et de plus en plus sanglants. Nous avons fait une étude là-dessus en se focalisant sur le contexte de la transition entre 2021 et 2024, il y a au minimum 1007 morts dans le cadre des conflits inter- et intracommunautaires et des violences agropastorales. C'est une situation totalement inédite. Et c'est en partie lié à deux choses. À l'utilisation systématique des armes à feu et des armes de guerre dans ces conflits, et aussi à une forme de milicisation dans le mode opératoire au cours de ces conflits-là. Donc, si peut-être j'embraye sur ce qui a lieu de faire, je pense que la collecte des armes est entreprise. Moi, ce qui me surprend, je pense que l'un des collègues sur la table l'a abordé, c'est que régulièrement, on voit la présentation des armes collectées. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces stocks d'armes? J'ai eu la possibilité de poser la question à un comme Légion en province. Il me dit, on le stocke dans un conteneur et on verra ce qu'on en fera. La vérité, c'est que les armes collectées retournent encore parfois dans les mêmes circuits. Aujourd'hui, en plus de la collecte, peut-être qu'il faudrait renforcer la surveillance, il faudrait renforcer, mais ajouter une nouvelle dimension. Je pense qu'il y a des spécialistes dans l'armée, dans les forces de défense et de sécurité, pour l'expertise, parce que les armes qui sont, M. Bono Kono a dit distribuées, je pense que par moment c'est comme si c'est distribué. Ces armes qui sont données par l'État, je pense qu'ils sont enregistrées. Quand on prend une arme qui est attribuée à un agent des forces de sécurité, il y a le numéro de série, il y a les caractéristiques, il y a les références, et on sait à qui on a donné. Donc si des armes sont collectées, peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout du travail, expertiser, identifier à qui appartient l'arme, et puis appliquer la loi. Parce qu'il y a celui qui porte l'arme, mais il y a celui qui est le propriétaire de l'arme ou qui a reçu l'arme du circuit officiel et qui l'a envoyé dans le circuit informel. Donc je pense que... Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est plus de jeter l'huile sur le feu, mais ce que j'aimerais comprendre maintenant, quelles seront les actions maintenant pour pouvoir entreprendre et mettre terme à tout cela? De mon point de vue, c'est ce que je suis en train de dire. En plus de la collecte, renforcer la surveillance, faire une expertise pour identifier les vrais responsables de cette prolifération. Et je pense que, encore une fois, le substitut l'a dit, ce n'est pas forcément l'éleveur ou l'agriculteur qui a l'arme et qui l'a utilisée qui est l'unique responsable. C'est peut-être un sous-officier ou un responsable des forces de sécurité qui lui a remis ça pour la surveillance de ses activités agropastorales. Moi, je suis régulièrement dans le nord du pays, dans une ville vers la frontière de la Libye, où je discutais avec des transporteurs, parce que presque systématiquement, des transporteurs ont des armes. Et ils disent, tant qu'ils n'ont pas ça,
ils n'ont pas de garantie de traverser le désert aisément. Lorsqu'il y a des surveillances, qu'est-ce qu'ils font? À l'approche des sites de surveillance, ils déposent les armes et des villageois prennent ça et ils font le tour et ils leur remettent ça. Idrissa, avant de revenir auprès de M. Oulé, quelle action pour limiter la prolifération des armes, M. Idrissa? Madame, d'abord, écoutez, nous sommes tous États-Unis et nous connaissons maintenant les réalités de notre pays. Ouais. Comme je l'avais dit tantôt, les Tchadiens aujourd'hui ne sont pas inquiétés de porter des armes. Certaines brandissent même des armes. Voyez un peu, quand vous voyez un peu certaines cérémonies qui se font dans l'ensemble du territoire, et même ici en N'Djamena, même dans certaines circonstances, dans certains événements, les gens ils brandissent les armes et ils tirent comme ils veulent. Et c'est pourquoi moi je dis que l'autorité de l'État est remise en cause. Et maintenant, aujourd'hui, dans les zones rurales, les populations ne font plus confiance à la justice. Une justice déconnectée, inadaptée même à nos réalités. Voyez un peu. Et les populations ont souvent vraiment ont le sentiment d'être un peu ignorées et oubliées même. C'est pourquoi les communautés décident de prendre les armes. Et c'est l'arme qui règle le problème. Voyez un peu. Et à partir de là, nous devons dire clairement qu'il y a vraiment un fossé entre le droit et la réalité actuelle. Donc, maintenant, nous avons parlé du problème de l'insécurité même à l'intérieur de notre territoire. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en sécurité. Vous voyez un peu. Si on dit cela, c'est parce qu'il y a les réalités palpables. On voit ça tous les jours. Nous sommes plus, même en N'Djamena, ici, nous ne sommes pas en sécurité. Combien de fois dans les zones rurales, les gens ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez un peu. Et je pense que l'État a la responsabilité de faire registre, parce qu'aujourd'hui, il n'existe, je ne peux dire, même si ça existe, ce n'est pas fiable. Un registre national fiable, comment dirais-je, pour identifier les armes, les sites qui sont donc présents actuellement dans le territoire. C'est ça ce qui pose un peu problème. Et comme je l'avais dit aussi, aujourd'hui, l'arme n'est pas seulement un outil pour se protéger. Est-ce qu'il faut impliquer également tous les acteurs? Je reviens, parce que ça devient même, en quelque sorte, un moyen de pouvoir, un outil de pouvoir. Et cette normalisation sociale de l'armement est extrêmement dangereuse. Parce que beaucoup de jeunes entrent dans ce jeu et ça devient automatiquement la fragmentation du tissu social. Monsieur Oulé, oui. Comment est-ce qu'il faut faire maintenant pour pallier à tous ces phénomènes? D'abord, deux choses. C'est vrai que les citoyens ont l'impression que l'État ne fait rien. Les citoyens ont l'impression que l'État ne s'assume pas. Mais la première réalité qu'il faut savoir, c'est que 99% des armes qui circulent dans nos campagnes ne viennent pas des casernes de l'État, non. Non, les études les ont prouvées. Lorsque vous connaissez les phénomènes qui se passent par exemple au Soudan, ou bien ce qui se passe en Libye, mon voisin dit que quand il est allé au nord, les gens, les conducteurs qui viennent de la Libye avec les marchandises ou qui passent, ils ont des armes avec eux. C'est un phénomène qu'ils ont importé. Et ils pensent que dans le désert, il faut qu'ils aient. Et quand ils arrivent au checkpoint, ils sont obligés de les cacher et de passer par les villageois pour les faire passer. Ici, au niveau du Soudan, à El Guinea, au marché de la Fouktagout, les gens achètent des armes, comme de pain. Et la frontière, les gens ne vont pas tuer de part et d'autre. Et le pays a certes connu de conflits, notre administration n'est pas suffisamment représentée sur le terrain. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en train d'aller vers la décentralisation, pour que les gens puissent au niveau local prendre les mesures pour sensibiliser et faire les choses. Mais la solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra que sur toute la chaîne, les gens s'assument. Et il faudra qu'on apporte les garanties aux gens qui s'assument. Il y a des magistrats qui sont courageux et qui ont fait leurs preuves dans notre pays. Chaque fois qu'il y a un problème, ils se sont assumés et ils ont sévi conformément à la loi. Mais il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas toutes les garanties pour sévir. Il faut leur apporter cette sécurité-là. Nous avons vu dans notre pays, à un moment, les magistrats ont réclamé des armes de poing pour leur sécurité.
ça a fait l'objet de discussions, on est obligé de leur donner. Et c'est prévu par la loi. Pour lutter contre ces phénomènes, il faut un renseignement puissant. Et le renseignement, ça commence au niveau de la population. Il faudra que la population qui donne l'information pour que l'État puisse sévir, pour interpeller, soit rassuré lui-même que si je dénonce une personne qui a une arme, je suis sûr que je serai protégé. Et donc ça, c'est le sens de la communication récente du chef de l'État, en réunissant tous les responsables de la sécurité, y compris ceux de la justice, tout ça, le ministre garde des était là, c'était de leur dire, il faut que vous vous assumez. Si vous ne vous assumez pas, je vais m'assumer. Parce que chaque fois que le problème est devenu apparent, et qu'il a fallu qu'il tape les mains sur la table, la solution a été trouvée. Il veut que dans toute la chaîne, cela se passe de la même manière. Ça, c'est la préoccupation qui a conduit le communiqué récent du MPS pour interpeller les gens à aller dans ce sens-là. Donc, pour régler définitivement le problème, il faut qu'il y ait de la sensibilisation. La sensibilisation au niveau de la base. Dans les villages, il faut que les gens puissent avoir confiance au système, confiance à l'État, confiance à la justice. Et ça, c'est un travail de sensibilisation qu'il faut faire à la base. Il faudra que, au niveau de l'administration du territoire, les différents responsables qui sont censés en même temps prévenir, médier et gérer les conflits soient des gens compétents. C'est ce que nous avons demandé au niveau du MPS et c'est ce que le dialogue national inclusif a demandé. Et donc, lorsque dans cette chaîne-là, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire leur travail, il faut les enlever, il faut les remplacer. Et il faudra que les chefs traditionnels, qui connaissent n'importe qui entre dans leur terroir, puissent jouer véritablement leur rôle de relais, d'auxiliaire de l'administration pour travailler en même temps pour la prévention, pour la médiation et la gestion des conflits. Alors, je reviens maintenant à M. Abdoulaye. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ce phénomène? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Ça, c'est ce qui doit être fait. Ouais. C'est l'État. C'est l'État qui doit se mettre en branle, qui doit reprendre ses pouvoirs, ses prérogatives, sa puissance. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Oulé lorsqu'il parle des conflits. Et justement, le Tchad était pris et continue à être pris entre plusieurs conflits, des conflits venant d'ailleurs, dans les pays voisins. C'est exogène. Beaucoup d'armes sont rentrées au pays et c'est l'une des causes de la prolifération. Mais l'État fait ses collectes, des fouilles, à travers des fouilles, mais intérieurement, dans les villes. Vous savez que moi je trouve qu'il y a quelque part l'insuffisance, la carence de l'État. Et je dis ça pourquoi? Parce que il y a des citoyens qui détiennent des armes. Lorsque vous entendez des tirs, pendant, comme il l'a dit tout à l'heure, au cours des mariages, dans les célébrations, des fêtes, des réussites, comme je l'ai dit tout dernièrement, il y a 2-3 jours, lors des résultats mais des tirs partout. Mais alors, quels sont ceux-là? Mais bien sûr, il y a des textes. Alors pourquoi ne pas tout simplement mais justement, qui doit traquer ces personnes? C'est pas la police. La police est là pour faire ce travail-là. Mais la police, c'est qui? C'est pas l'État. La police, c'est le bras puissant, le bras fort de l'État. Mais vous savez que ces tirs ont été exécutés, mais personne n'a été pris. Normalement, ces jeunes, c'est des civils, c'est des élèves. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ces armes? Est-ce que leurs parents, c'est des militaires? C'est important. Est-ce que leurs parents, c'est des militaires? Est-ce que leurs parents, c'est des civils? Monsieur le procureur. Leurs parents, c'est des civils, mais normalement, la police, là où on a entendu des coups de... Nous sommes presque déjà à la fin, sinon nous sommes déjà à la fin du temps. Alors, quel est le citoyen qui vais commencer... qui s'est assumé et qui est allé à la police pour dire que j'ai écouté une arme ici
Il faut venir interpeller. Monsieur Oulé. Mais l'État a un système de renseignement. Justement, Le système de renseignement. Alors, le je reprends mon les micro, renseignements, s'il c'est vous plaît, des je éléments reprends que mon la micro. population leur donne. Oui, Je on a les reprends mon micro. Le renseignement Monsieur commence par la population, Abdoulaye. par le citoyen. Monsieur Par les Abdoulaye, citoyens. monsieur Même Abdoulaye. la police de proximité, là. partout. La Monsieur police de Oulé. proximité, Et là. la police reprends ne mon peut micro. pas Monsieur dire, Abdoulaye. la police ne peut pas dire qu'elle n'a pas écouté pendant ce jour-là ou pendant ces jours d'écoute. Alors, La police peut écouter, mais localiser. Oui. Vous savez, Monsieur Abdoulaye, je reprends mon micro parce que nous sommes déjà arrivés à la fin madame, du temps qui nous a été imparti. le premier niveau de Je vous renseignement. donne juste quelques secondes Oui. pour dire votre mot Oui. de fin. Le premier niveau de renseignement pour régler le problème de sécurité, c'est d'abord les citoyens. Vous savez, il s'est installé dans la mémoire des citoyens qu'il n'y a que l'autre qui peut faire ça. Or, l'État, c'est qui? L'État, c'est d'abord le citoyen. Ensuite, graduellement, ceux qui sont investis par une portion de pouvoir de l'État. Mais le vrai renseignement, la vraie sécurité commence par la responsabilité première qui est celle de la population. Toute chose d'ailleurs, par ailleurs. Quand on dit qu'il faut faire la salubrité, ça commence d'abord par le citoyen. Ouais. L'État n'est sévi que lorsque... Cher grand frère. Alors, je passe maintenant la parole à monsieur. Nous savons très bien que même si S'il on vous fait la plaît, dénonciation, je vous en prie, monsieur Abdoulaye. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît, en Moi, je quelques pense secondes. que, oui, je crois que l'État doit sérieusement montrer l'exemple. La bonne foi, on l'observe du côté des nouveaux dirigeants du pays, mais la bonne foi ne suffit pas. Aujourd'hui, le Tchadien pense que l'arme est indispensable pour se protéger. Il faudrait que l'État montre l'exemple. Quand je dis ça, c'est quoi? Les dernières nominations de gouverneurs, c'est quand il y a une situation de tension dans une localité, même l'État donne l'impression aux citoyens tchadiens que c'est celui qui détient l'arme qui peut assurer, qui peut sauver la situation. Donc on relève les gouverneurs ou les délégués de gouvernement qui sont civils, on les remplace par les militaires. Ça renforce cette culture de l'arme et de son utilisation. Donc il faudrait que l'État commence déjà à pardonner l'exemple. Et puis ensuite, la sensibilisation, je suis totalement d'accord, mais il faudrait sensibiliser aussi en comprenant les contextes culturels des uns et des autres. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, qui doit faire quoi? Parce que là, nous sommes en train de parler d'un problème qui est vraiment crucial et vraiment sensible, où il faut impliquer tous les acteurs. Quand on parle de l'État, l'État, c'est qui? L'État, c'est tout le monde. Alors, à qui bon, chacun doit assumer sa responsabilité? Donc, la société civile, les hommes de droit, tout le monde, comme nous sommes en train de le faire en tant que médias, on a commencé par la sensibilisation. Alors maintenant, monsieur Abdoulaye, Oui. quand vous parlez de l'État, Quand je parle de l'État, c'est à travers sa puissance, son autorité, ses prérogatives. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que le citoyen doit contribuer également pour instaurer la paix si on sent que la paix est fragilisée, si on sent que l'unité nationale est en train de battre de l'aile, c'est que le citoyen. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Je suis parfaitement d'accord. Ouais. Mais l'autorité, la puissance que l'État, qui est une institution, a, nous, en tant que citoyens, on n'en a pas. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Par exemple, on a mis en place tout récemment cette plateforme dénommée pour l'unité nationale. C'est pour faire quoi? C'est pour sensibiliser nos concitoyens à la paix et à l'unité nationale. Et quels sont, maintenant, c'est des valeurs, mais quels sont ces éléments pour qu'on arrive à instaurer la paix et l'unité nationale? Mais c'est que nous devons, entre nous-mêmes, avoir des comportements, des attitudes qui rejettent les violences. Nous devons avoir un mode de vie qui rejette la discrimination, la haine, la violence, en fait, les violences. Et qu'est-ce que nous avons décidé de faire? On a vu que l'État seul ne peut pas, et nous devons contribuer, appuyer l'État. Par quels moyens? La sensibilisation. Nous sensibilisons le concitoyen à la paix et à l'unité. Parce que ça, c'est des valeurs, c'est des idéaux. En fait, c'est des nécessités, on en a besoin. Tant qu'il n'y a pas la paix, mais on ne peut pas vivre en toute quiétude, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas entreprendre, on ne peut rien sans la paix, on ne peut rien faire sans la paix, sans l'unité nationale. Et donc, cette sensibilisation, qu'est-ce qu'il faut? Moi, nous avons dit quoi? C'est que
il faut créer des forums intercommunautaires, des sensibilisations communautaires. Il faut créer des débats publics, des espaces de discussion, afin que toute voix puisse s'exprimer, ouais, afin que toute opinion puisse contribuer à des actions positives, à des actions contributives. Et entre les communautés, je dis quoi? Je dis, mais il faut créer des ponts entre les communautés afin de pouvoir qu'il y ait une confiance mutuelle, qu'il y ait une acceptation, parce que nous devons nous accepter. Vous voyez? Donc, il faut ériger du genre un pont entre les communautés, parce que on trouve qu'il y a des rejets lorsque on voit que des discours de haine, des discours de division, mais c'est quoi? Où allons-nous? Donc, chacun doit apporter sa part de contribution afin que, et c'est pour cette raison que nous avons mis cette plateforme en place pour l'unité nationale et nous continuons à sensibiliser c'est que c'est difficile, c'est un travail, voilà, nous le faisons, mais il y aura des impacts, mais avec le temps, mais on ne baisse pas le bras, nous devons le faire. On a pris conscience que, voilà, les causes sont là, on a identifié les causes les plus profondes, mais maintenant, seul l'État ne peut pas, mais c'est parce que l'État, on trouve que l'État a un peu failli, il y a eu la carence, les insuffisances, et nous devons, en tout cas, ne pas rester et attendre que tout vienne de l'État. On apporte notre contribution, notre appui afin que la situation se normalise. Alors, la régie me fait comprendre que nous avons encore quelques minutes pour continuer puisque le débat est vraiment houleux. Je demanderai également aux téléspectateurs de pouvoir également donner leur avis, d'interagir également. Mais là, tout de suite, on va faire un petit tour au niveau de la régie qui va nous envoyer un élément pour nous permettre d'avancer. Nous, tout de suite. L'escroquerie, l'anarque, l'abus de confiance n'ont décidément pas de limite. Depuis sa cellule à la maison d'arrêt, un détenu avec ses complices ont réussi à piéger un éleveur en usurpant l'identité du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Prétendant une mission officielle, ils lui ont estorqué 2 bœufs qu'ils ont ensuite vendus avec la complicité de leurs acolytes en liberté. L'argent issu de cette vente a été partagé entre eux, illustrant la persistance des réseaux criminels, même derrière les barreaux. Un autre groupe se faisant passer pour des informateurs de la police a également été appréhendé. Lors de leur arrestation, des munitions et une somme de 750 000 francs CFA ont été retrouvés en leur possession. Plus troublant encore, un policier figure parmi ces malfrats. Il est accusé d'avoir agressé plusieurs personnes et arraché leurs motos, confirmant que la criminalité n'épargne aucun corps social, y compris les forces de sécurité intérieure. Face à ces dérives, le contrôleur général de la police, Paul Manga, porte-parole de la police nationale, a insisté sur la nécessité d'un contrôle strict au sein de la maison d'arrêt. Il faut reconnaître que les opérations qui sont menées dans les quartiers ne sont pas seulement faites par les personnes libres. Certains sont à la maison d'arrêt. Et à partir de la maison d'arrêt, ils utilisent leur téléphone pour mener des opérations. C'est le lieu d'interpeller nos collègues gardes pénitentiaires sur ces faits. Quand on laisse des brigands, des bandits de grand chemin utiliser leur téléphone dans les cellules pour opérer, alors là c'est grave. Il est temps, n'est-ce pas, de mettre fin à ce genre de pratiques. Invoquant l'implication d'un agent de police parmi les malfrats, il a rappelé que personne n'est au-dessus de la loi. J'ai promis au peuple que la traque continue. Et elle continue en essayant de déceler les brebis galeuses qui existent au sein de la police nationale. Parmi ces brebis galeuses, nous avons M. Gomba Espéré, qui est agent au niveau du commissariat central du de là où nous sommes, qui est allé agresser une femme, qui a aussi volé la moto d'un usager. Et vous l'avez tous vu avec moi. La police ne couvre personne.
Ces vastes coups de filet mettent en lumière l'efficacité de la coordination entre la police et la population. C'est grâce aux dénonciations et aux renseignements fournis que ces criminels ont été identifiés et arrêtés. Ils sont au total 22 à être présentés à la presse et devront répondre de leurs actes devant la justice. Un message clair à tous ceux qui s'adonnent à des activités illicites. La loi finira toujours par les rattraper. Alors nous sommes de retour sur le plateau Rendez-vous des citoyens. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la prolifération des armes et les conséquences surtout sur les conflits intercommunautaires. Même en prison, il n'y a pas la sécurité. L'insécurité va grandissant dans le pays et c'est un problème, un phénomène majeur, un problème vraiment crucial. C'est pourquoi nous sommes en train d'en parler. Alors, Monsieur Oulé, tout à l'heure, vous voulez apporter quelques éléments par rapport aux pistes de solutions, surtout pour limiter et pouvoir freiner également tous ces phénomènes. Je pense que comme l'élément qui vient d'être présenté apporte des éléments aussi clairs dans le sens de ce que nous avions dit déjà. Ouais. Il n'y a pas le risque zéro en sécurité. Nous ne sommes pas le seul pays dans le monde où on traque des brigands, où on règle les problèmes communautaires, tout ça. Mais nous ne disons pas ça pour dire qu'il faut excuser ce qui se passe chez nous, non. Mais nous disons que tel que ça se passe ailleurs et que les gens arrivent à contenir chez nous aussi, nous pouvons les contenir. C'est pourquoi la sécurité, comme l'a dit Paul Manga tout à l'heure, a des maillons, a une chaîne avec ces maillons. Et le premier maillon, c'est la population. Lorsque la population coopère, dénonce, eh bien, il est plus facile pour les forces de sécurité de sévir. Et lorsque les brebis galeuses sont dans les rangs des forces de sécurité, il faut sévir. C'est ce que nous avons dit au MPS et c'est ce que le chef de l'État l'a dit. Il y a partout. Au niveau des magistrats, il faut qu'ils s'assument, comme l'a dit le ministre de la Justice. Et il y a, Dieu le sait, beaucoup de magistrats courageux qui s'assument. Et il faudra qu'on puisse rassurer nos concitoyens dans les campagnes qu'il y a une justice et il n'y a que des magistrats qui peuvent le faire. Et on sait qu'ils peuvent le faire. Il suffit qu'ils aient les moyens et il suffit qu'ils s'assument. Alors, Monsieur Oulé, comment est-ce qu'il faut amener la population à dénoncer ou soit à dénoncer justement et à coopérer avec la police, puisque étant en prison, on a vu tout à l'heure dans l'élément qu'il y a des complices qui sont également en liberté et juste par coup de téléphone, ils font des opérations. Oui, la technologie, comme je l'ai dit, est un élément amplificateur des conflits, même pour les relayer, même pour opérer. Et je pense que la première opération à faire, c'est celle qu'a dit le procureur tout à l'heure, Bono, c'est la sensibilisation. La sensibilisation peut être faite par les acteurs de la société civile, elle peut être faite également par les responsables coutumiers traditionnels religieux, elle peut être faite par les services de l'État de façon déconcentrée. Tout ce monde-là peut expliquer, rassurer, convaincre les gens à s'assumer et à coopérer dans le système. Parce que psychologiquement, si les gens ne sont pas préparés, si les gens disent que non, on ne peut rien, c'est toujours le gouvernement qui donne les armes aux gens, c'est toujours le commandant de brigade, comme les gens, le compas qui distribue les armes aux éleveurs. Si tout le monde pense comme ça, eh bien, c'est l'inertie. On n'avancera pas. Il faudra qu'il y ait ces déclics-là. Je me suis mis à vouloir raconter l'histoire des quartiers, mais je laisse tomber ça. Parce que chaque fois que la population dénonce, l'État arrive et secourt. Ça s'est fait comme ça partout. Et Paul Manga l'a dit tout à l'heure, c'est suite aux dénonciations faites par la population qu'eux, ils ont sévi et ils ont arrêté. Et quand ils arrêtent, ils remettent à qui? Ils remettent à la justice. Et il y a des magistrats courageux qui, effectivement, appliquent la loi et sécurisent, de ce point de vue, la population. Alors, Monsieur Idrissa, je reviens un peu à vous. Comment est-ce qu'il faut créer un climat de confiance, un climat de sécurité entre la population et les forces de l'ordre pour pouvoir dénoncer ces cas de comportement qui est illégal? Bon, vous savez, madame, la sécurité, c'est une affaire de tous. Du côté du citoyen, que ce soit les acteurs de la société civile, en tout cas, ou bien même de l'État, des responsables de l'État. Donc, c'est une affaire de tous. Mais concernant ce que le grand frère venait de dire tout à l'heure, moi, je pense que c'est vrai que quand on informe, par exemple, l'État, les autorités, pour un cas pareil, donc les gens, ils viennent. Mais on ne vient pas dans tout, en tout cas dans n'importe quelle circonstance. Maintenant, par exemple,
il y a des gens, vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont intouchables dans ces pays, vous le savez. Vous le savez très bien. Parce que maintenant, par exemple, si on dénonce par exemple un cas, soit on informe l'État, les services de renseignement, voilà, il y a des individus qui portent illégalement des armes. Mais même dans certains cas, les policiers ne peuvent pas venir dans certains coins. Nous sommes tous Étiadés et nous connaissons les réalités. Donc, la responsabilité, c'est vrai que la population a sa part de responsabilité, c'est vrai, mais il faut reconnaître que c'est plus compliqué que ça. La population peut bien informer les autorités, mais ça reste quand même un peu difficile. Vous voyez un peu? Donc, il y a un sentiment d'impunité dans ces pays-là. Et il y a des textes qui régissent maintenant le port d'armes, la détention et le commerce même des armes. Et même, je pense qu'au niveau sous-régional, avec la CAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, il y a la convention de Kinshasa, je crois. Donc, sur le port d'armes. Et maintenant, cette affaire de prolifération maintenant des armes dans le conflit intercommunautaire ne peut pas seulement se régler seulement par nos autorités, certes. Parce que ça va au-delà de ça, au-delà de nos frontières. Parce que nous devons d'abord mettre un accent un peu particulier sur la coopération transfrontalière avec les pays voisins. Vous voyez un peu de la CEMAC, ou bien même avec la Libye, le Soudan. Donc il faut qu'il y ait une coordination avec les autres pays pour faire face à ces phénomènes-là. Mais il faut aussi impliquer les autorités traditionnelles. Vous voyez un peu les autorités traditionnelles. Sans eux également, hein, on ne peut pas vraiment arriver à un résultat un peu satisfaisant. Donc il faut impliquer tous les acteurs à tous les niveaux, que ce soit les acteurs traditionnels, coutumières, hein, que ce soit les acteurs de la société civile. Il faut qu'il y ait des sensibilisations, comme vous venez de le dire, dans les écoles, dans les mosquées. Hein. Il faut vraiment déconstruire l'arme. Parce que l'arme, ce n'est pas un bouclier, c'est une bombe sociale. Il faut déconstruire. Et nous devons vraiment avoir une lucidité sur les conséquences humanitaires et sociales. Voyez un peu. Et maintenant, la prolifération des armes ne crée pas seulement de situations, en tout cas un peu désastreuses, la perte de vies humaines, mais cette situation crée également maintenant des déplacements hein, des populations, hein, la paupérisation des zones rurales. Voyez un peu. Donc nous devons vraiment être impliqués à tous les niveaux. Et l'État également doit prendre sa responsabilité, parce que l'État a la puissance, comme venait de dire le procureur. L'État a les moyens nécessaires pour faire face à ce problème-là. Et je crois que pour maintenant ne pas mettre en cause la cohésion sociale, l'unité nationale de le vivre ensemble, nous devons vraiment faire confiance à la loi et que la justice doit faire son travail. Alors, nous avons également quelques interventions. Il n'y a pas d'intouchable. Non, ça c'est très important. C'est d'ailleurs... Il y a un sentiment d'impunité Nous dans avons ces pays. quelques interventions également des internautes ici. Il n'y a pas de demain qui dit ceci. La prolifération des armes est voulue et encouragée par les autorités à tous les niveaux. Ceci reste une grave erreur qui continuera à exercer les violences amorcées depuis quelques années. Nous avons également Sophie qui nous dit « Que dire si celui qui est désigné pour faire les fouilles ferme les yeux sur les armes avec les coffres de voitures ou au rein de ses détenteurs? À qui vais-je dénoncer ?» Alors justement... Il n'y a pas d'intouchable, madame. Par rapport à ce que les internautes ont écrit et par rapport à ce que mon jeune frère a dit, il n'y a pas d'intouchable. La preuve, c'est que les gens... là où il y a les armes. Non, s'il vous plaît. La preuve, c'est que les gens qui se sont crus les plus intouchables sont en ce moment en prison. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens de dénonciation. Si vous ne pouvez pas aller dénoncer auprès des services de sécurité, il y a les réseaux sociaux. Chaque fois qu'une personne s'estimant intouchable a été dénoncée sur les réseaux sociaux, les autorités se sont tout de suite appropriées de la question et l'ont traduit dans les faits. La justice a été saisie et la justice a sévi. Donc, c'est-à-dire que c'est une occasion en or aujourd'hui avec la variété de sources de communication. Chaque fois que les journalistes prennent un sujet et que c'est fondé, l'État se saisit tout de suite. La justice sévit. Donc, cette question d'intouchable s'est installée dans l'esprit de certains de nos concitoyens. Il faut se débarrasser de ça.
lorsque les responsables de fouilles, lorsque vous regardez un responsable de fouilles voir des armes et ne pas les prendre, vous les dénoncez. Vous savez, le chef de l'État, c'est un jeune comme nous. Alors moi, ce que je pose comme question, M. Il suit aujourd'hui tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux comme nous. Vous filmez, vous mettez, voilà, c'est ça, demain vous avez la solution. D'accord. Alors moi, ce que j'aimerais poser comme question, est-ce que la police procède réellement aux fouilles? Parce que quand on voit en circulation certains véhicules, on arrête, on fouille, mais par contre d'autres, on les fait tout simplement passer. Est-ce que les fouilles sont ciblées? Est-ce que c'est certaines personnes qui sont indexées pour pouvoir procéder aux fouilles? Ou bien pourquoi faire une segmentation? Ou bien pourquoi faire un choix des secteurs ou soit des individus pour pouvoir procéder aux fouilles? Il y a deux cas de figure. Ouais. Il y a deux cas de figure. Je réponds à cette question et je vous laisse. Il y a deux cas de figure. Lorsque les gens font des fouilles et qu'ils laissent certaines personnes passer, ça peut être assimilé aux brebis galeuses, comme l'a dit Paul Manga tout de suite. Ils sont partout. Et donc, il faut pouvoir les dénoncer. Et l'autre aspect, quand on laisse les gens passer, c'est lorsque également vous voyez qu'il y a une file interminable des gens qui sont là pour être fouillés et ça stagne. Et donc, ça crée des bouchons. Eh bien, on essaie de donner un bouffée de respiration pour laisser certaines personnes passer. Et quelquefois, certaines autorités, ils viennent, dès qu'ils s'approchent, ils présentent leurs pièces et on sait que ceux-là ont le droit de circuler, même s'ils ont une arme. On les laisse passer. Les magistrats, les responsables de force, il suffit qu'ils présentent leur carte, on les laisse passer. Il y a sur des cas de figure-là. Il y a les brebis galeuses, c'est vrai. Il faut les dénoncer, mais il y a aussi la gestion un peu de bouchons qui est aussi une des causes. Alors, justement, M. Abdoulaye. Justement, pour compléter les deux amis, en fait, les fouilles ne sont pas sélectives comme le cadeau le pense, mais comme l'a dit Oulé, c'est qu'il y a des autorités, compte tenu de leur statut, ils ne doivent pas faire l'objet de fouilles. Les députés, les sénateurs, les ministres, les généraux, les magistrats, c'est toutes ces personnes-là. Mais écoutez, un magistrat, qu'est-ce qu'il va faire avec des armes si ce n'est pas pour sa sécurité? Mais un sénateur, un député. Et donc, on suppose que ce sont des citoyens qu'on n'a pas besoin de fouiller. Mais là où le problème se situe, c'est qu'il y a justement des citoyens qui ne sont pas couverts, par ces immunités. Bon, c'est une immunité, si je peux appeler cela immunité, qu'on ne doit pas fouiller. Il y a ces citoyens, ces individus-là, qui détiennent des armes. Mais en fait, on ne dit rien. Mais c'est dangereux. Mais il y en a. Il y en a. Personne ne peut me dire ici qu'aujourd'hui, on a des citoyens qui ont 2-3 armes chez eux. Oui. Et pour un rien, ils sortent. Vous êtes là, impuissants. Ils sont armés. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Ces citoyens-là, il y en a. On ne peut pas. Personne ne peut nous dire aujourd'hui. Et lorsque des fouilles se produisent, ceux-là, on ne les désarme pas, on ne les fouille pas, et c'est ça un peu qui choque les citoyens, et ça c'est connu de tout le monde. Vous voyez un peu? Et moi, par rapport à ces situations présentées tout à l'heure par la police, vous savez que cette histoire de délinquance, au niveau de la police, comme l'a dit, c'est une chaîne, et c'est-à-dire les maillons, au niveau de la police, il y a des combines. Des délinquants qui sont des mèches, qui sont de connivence avec les policiers. Et ce sont les policiers eux-mêmes, les autorités militaires eux-mêmes qui leur donnent les armes. Parce qu'ils ne vivent que de ça. Aujourd'hui, ces braqueurs dans la ville et partout ailleurs, où est-ce qu'ils trouvent ces armes? Vous pensez que il y en a qui achètent, c'est vrai. Ils achètent entre les mains de qui? Et qui leur donne? C'est des armes, parfois, c'est des armes sophistiquées. D'où
viennent ces armes. Je vous assure que, c'est vrai, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la justice, il y a ces failles, il y a ces défaillances, il y a ces insuffisances. On remarque partout dans ces institutions-là. Mais là où commencent les choses, au niveau de la police, je vous assure, mais on a pris certains cas, mais ça, c'est des cas qu'on a pu mettre la main dessus. Mais il y a des cas qu'on n'a pas pu mettre, des autorités même, de la police, de la gendarmerie, des autorités militaires, qui sont de mèche, qui combinent avec des délinquants, et personne ne peut... Dénonciation, oui, dénoncer. Mais moi, je sais que l'État a une police politique, c'est-à-dire les agents de renseignement, c'est-à-dire ce système, cette police, elle est puissante. Elle est puissante. L'État a une police politique qui est puissante. Et ça, tout le monde le sait. Si vous faites des choses en fait, qui intéressent, on met la main dessus. Mais quand ça n'intéresse pas, on ne met pas la main dessus. Les citoyens, c'est la peur. Vous dénoncez, les représailles vont vous attendre. C'est un peu la peur qui empêche les citoyens de dénoncer. Sinon, il y a des choses qui se passent au vu et au su de tout le monde. Mais le citoyen, le pauvre citoyen, a peur de dénoncer. Parce qu'il dit, je dénonce demain. En tout cas, les représailles, alors, je ne peux pas y échapper. Et donc, la dénonciation, c'est vrai, on en a besoin. Il y a des citoyens courageux qui dénoncent. Mais l'État a une police politique très forte qui est là. Et il y a certains agents de la police eux-mêmes qui combinent avec les délinquants. Et ça, c'est connu. Il y en a. Et donc, moi, je trouve que... Vous savez, au niveau de la police même, là, moi, j'en connais beaucoup. Alors, des agents qui sont pas légalement recrutés, qui travaillent dans la police, vous voyez, qui ne sont pas, on les ramasse comme ça, c'est le favoritisme, par le biais du favoritisme, il y a des autorités de la police qui les recrutent, qui travaillent, qui ne sont pas recrutés légalement, mais qu'on les prend, on les utilise. Mais vous pensez que ces agents-là, c'est quel travail ils vont vous faire si ce n'est pas créer de l'insécurité? Alors, M. Abdoulaye, les brebis galeux, il y en a partout. Mais maintenant, au sein de la police, comment est-ce qu'il faut faire maintenant pour remettre l'ordre au sein même de la police? Il faut un engagement. Il faut un engagement ferme, décisif. Et il faut des actions concrètes. Puisque aujourd'hui, dans le pays, il y a des décisions qui se prennent, mais pas de suivi. Vous savez que l'État, c'est qu'il faut de prévention, il faut des résolutions, il faut des actions. On prévient et on passe à l'action. Mais la prévention, c'est que une institution, il faut anticiper la prévention. C'est l'anticipation. Il faut anticiper sur certaines situations. Et quand l'action intervient, mais il faut aussi des suivis, il faut des contrôles, il faut une évaluation. Mais ça, on n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire, on prend des décisions. Quand on prend des décisions, quelques 2-3 mois après, en tout cas, on oublie. Et rien ne se fait. Et ça fait qu'aujourd'hui, les citoyens disent que, bon, des mesures sont prises, des décisions sont prises, mais il n'y a pas de suivi. Donc, moi, je dirais, en tout cas, l'État doit sévir. L'État est obligé de sévir. Il faut prendre des mesures et rester à cheval sur ces mesures. Je prends simplement un cas aujourd'hui, la circulation des gros engins, les bennes qui écrasent au quotidien nos concitoyens. Des mesures sont prises, mais il n'y a pas de suivi. Et on voit ces bennes-là continuer à circuler et qui font toujours des dégâts. Et en toute honnêteté, c'est que nous sommes obligés, en tant que citoyens, par notre appui, interpeller l'État à prendre sa responsabilité, à essayer, moi je dis, il faut sévir, parce que le citoyen, quand il est têtu, il faut sévir pour que, c'est-à-dire, tout se règle, pour que tout s'arrange. Oui, justement, je reviens à vous maintenant, monsieur. Oui, moi je vois que la population ne s'implique pas beaucoup aux côtés des forces de défense et de sécurité, par peur, d'accord, mais parce qu'il y a une crise de confiance entre ces deux entités. Au fil du temps,
il y a eu une crise de confiance très forte qui s'est installée entre la population et les forces de défense et sécurité. Je pense même qu'en regardant le projet de société du président de la République, il a inscrit qu'il faudrait rétablir et renforcer cette confiance, parce que cette confiance s'est sérieusement effritée. Et les forces de défense et de sécurité, on parle de la police, mais il y a les autres corps, hein, il y a la gendarmerie, il y a la garde nomade, il y a même l'armée, qui sont tout autant concernés par ce que nous sommes en train de dire. Les forces de défense et de sécurité se sont arrogées cette responsabilité de s'occuper de ces sujets, au point que il y a par exemple des réunions de sécurité qui existent au niveau, par exemple, des gouvernorats. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, les cadres civils sont exclus de ces réunions. Dans le cas de Djamena, je ne sais pas si vous le savez, mais la déléguée générale du gouvernement a même demandé aux maires des communes de pratiquer. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans certaines communes, et c'est connu, lorsque la première réunion devait être tenue, les autorités, les responsables sécuritaires ont dit que tant que c'est en présence des civils, ils ne s'assoient pas. Ils ont exigé à ce qu'il y ait des réunions séparées. C'est de l'autorité publique, je peux vous donner des cas, mais ce n'est peut-être pas le lieu ici. Et donc, il faudrait déjà commencer par là. Lorsque déjà les civils, même à un certain niveau de responsabilité, ne sont pas impliqués ou ne sentent pas être impliqués, c'est difficile. Et M. Bonokono le dit, leur plateforme fait, je les suis un peu, ils font un travail intéressant, mais je vous assure que pour la sensibilisation, j'insiste beaucoup sur la culture. Aujourd'hui, dans la culture tchadienne, quelle est la frontière entre la trahison et la dénonciation? Lorsque votre cousin a une arme de guerre à la maison et que vous le dénoncez, quelle est la différence entre vous, dénonciateur, et vous, traître? Donc, je pense qu'il faudrait explorer aussi le contexte culturel pour être fort dans du moins pour faire un travail plus efficace. Je voudrais aussi insister sur la question du désarmement. Moi, j'ai vu, comme d'autres, des responsables de rébellion qui ont signé l'accord de Doha, qui sont là. Et le DDR, ça n'a pratiquement pas encore commencé, à part que certains sont nommés dans des institutions, désarmés, démobilisés et réinsérés. On ne voit pas encore. Moi, j'ai vu un responsable de rébellion, signataire de l'accord de Doha, qui a arboré une arme de guerre dans une vidéo qui existe sur les réseaux sociaux. Alors, quand ils ont signé l'accord, s'ils sont civilisés, s'ils sont revenus à la vie civile, il faudrait, en ce moment-là, aussi aller jusqu'au bout de ces initiatives. Et ça, on parle du DDR en lien avec l'accord de paix de Doha, mais les anciens DDR... Ils n'ont peut-être pas des éléments pour que le DDR se produise. Ah, peut-être. Mais il y en a. Permettez-moi, parce que je suis celui qui a eu peut-être le plus petit temps de parole. On avait soulevé cette question de l'État, parce que régulièrement, nous disons que c'est la responsabilité de l'État. Quand nous parlons de l'État, c'est véritablement les autorités administratives et les autorités sécuritaires. Et je voudrais terminer sur cette question de la culture de l'arme. Là, les deux copanélistes tout à l'heure ont parlé des célébrations du bac par des jeunes qui ont tiré des coups de feu. Souvenez-vous de la célébration de la victoire du président après l'élection présidentielle, ce qu'on appelait les tirs de joie. Ce n'est pas des civils, c'est des militaires. Ils se sont même filmés. Qu'est-ce qu'on en a fait? Progressivement, ça s'installe dans les pratiques. Les mariages, on tire pour toutes les célébrations, parce que progressivement, et c'est venu des forces de sécurité, et les autorités administratives et les autorités sécuritaires ne trouvent rien à faire de sérieux. Donc, quand ces pratiques viennent de là-haut, ce n'est pas condamné, alors le citoyen lambda, il reprend aussi à son compte pour célébrer, surtout qu'on appelait ça des tirs de joie. Donc ces jeunes qui ont eu le bac, c'est aussi pour eux des tirs de joie. Mais si ça a été sérieusement réprimandé, corrigé déjà à l'époque, peut-être que ça ne serait pas la même situation. Alors je vais faire un dernier tour de la table pour prendre vos avis et surtout vos interpellations à la population. Donc je commence d'abord par Idrissa. Monsieur Idrissa, je commence par vous. Oui. Je reviendrai auprès de Monsieur Oulé et puis Monsieur Abdoulaye pour terminer ensuite avec vous. Ouais. Voilà, donc je pense que sur cette question de prolifération des armes, c'est un sujet
assez urgent, comme je l'avais dit Ouais. à l'entente de mes propos. Maintenant, il y a des solutions qu'il faut envisager. Maintenant, ce n'est pas seulement un cas spécifique au Tchad. Il y a des pays également, je prends l'exemple du Rwanda, donc avec le génocide de 1994, le Burkina Faso, Sierra Leone et tout ça. Donc des pays africains qui ont donné l'exemple. Vous voyez un peu, ils ont... Et tout ça, ça s'est fait par un engagement politique. Il faut qu'il y ait vraiment une volonté politique de nos plus hautes autorités. C'est pourquoi maintenant tout à l'heure, mon co-pénaliste avait insisté également sur l'éducation. Parce qu'il faut déconstruire l'image de l'arme au Tchad. Vous voyez un peu, il y a des gens qui voient l'arme, se promener avec une arme, c'est quelque chose de normal. Pour eux, ce n'est pas une pratique illégale, mais c'est tout à fait logique de se promener. Et ça devient quelque chose qui est ancré maintenant dans l'image de beaucoup, dans la tête de beaucoup de nos compatriotes. Et ça devient en quelque sorte une culture. Vous voyez que vous avez rappelé le tir par les militaires, parce que même en 2016, après la victoire du faux maréchal Idriss Déby Itno, après les élections présidentielles, il y avait eu des tirs en 2016. Et donc à chaque occasion, donc, il y a des choses qui se passent. Et là maintenant, c'est à nos autorités vraiment de prendre des responsabilités. Responsabilités à tous les niveaux. Vous voyez un peu. Donc, et moi je pense que l'éducation doit également être vraiment une priorité. L'éducation dans les écoles. Il faut faire comprendre aux enfants que l'arme, ce n'est pas une solution. Parce que maintenant, il y a des gens qui enseignent aux enfants que l'arme est plus important qu'un diplôme, par exemple. Vous voyez un peu. Et donc, ça devient quelque chose de normal. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment combattre avec toutes nos énergies. En tant que fils de ces pays, nous devons vraiment s'impliquer à différents niveaux pour aider les autorités à prendre les responsabilités, pour faire également des solutions, proposer des solutions également. Mais c'est à eux de prendre nos solutions en compte, parce que maintenant, même dans les réseaux sociaux, parce que nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les gens font vraiment tous les jours, au quotidien, font des solutions, ils envoient des solutions à travers les réseaux, mais parfois on ne prend pas vraiment en compte toutes ces propositions et c'est quand même dommage. Mais merci beaucoup, monsieur Idrissa Abdoulaye, merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à monsieur Oulé. Bon, la première chose que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de police politique dans notre pays, comme sous le régime d'Abré, où la DDS était alignée à l'INU. Il y a les forces spéciales dans notre pays et il y a l'Agence nationale de sécurité de l'État, qui est une agence d'État qui fait le travail de renseignement intérieur et extérieur. Nous avons les renseignements généraux qui font également ce travail-là, qui est un corps de la police dédié aux questions de renseignement. Et donc, même les forces spéciales travaillent également en collaboration avec la population. Et le premier maillon de leur source d'information, c'est d'abord la population. Et donc, la population doit continuer toujours par coopérer avec les organismes de l'État qui sont censés les protéger. L'État ne peut avoir toute sa puissance publique que lorsque la population coopère, informe, dénonce. La seconde chose, c'est qu'il y a eu certes des événements malheureux, mais qui ont été recadrés. Je prends par exemple les tirs d'armes lors de la proclamation provisoire des résultats des élections présidentielles. Lorsque les gens ont tiré les armes, le chef d'état-major a pris ses responsabilités et lors des résultats définitifs, personne n'a tiré une arme. Donc ça veut dire que lorsque les responsables s'assument, eh bien, les effets suivent. Ouais. Je voudrais dire également qu'il n'y a pas d'impunité. L'impunité est dans la tête de ceux qui pensent qu'il y a impunité. Lorsque vous voyez quelque chose fait par quelqu'un qui se dit puissant, qui se dit fort, si vous ne pouvez pas vous-même dénoncer ça, dites ça aux journalistes. C'est leur travail. Ils le font bien dans notre pays. Et chaque fois qu'ils se sont appropriés, chaque fois qu'ils se sont saisis de ces questions, de ces personnes qui se disent intouchables, ils l'ont dénoncé. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas le courage vous-même de le faire, il y a des influenceurs qui le font. Il y a des sites internet qui le font. Il y a les journalistes qui le font. Et il y a des agences en charge des questions de sécurité qui se saisissent également de ces problèmes-là.
Donc, lorsque un citoyen a des doutes pour dénoncer les actes d'une personne, entre guillemets, intouchable, elle a toutes ses voies pour les dénoncer. Il faut qu'il s'installe dans l'esprit des Tchadiens qu'il n'y a pas d'homme intouchable. Et c'est psychologique. Lorsqu'on a, au niveau psychologique, refoulé cette notion-là, eh bien, tout le monde se sentira citoyen. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Ouley Diaoukam. Là, tout le monde est égaux devant la loi. Alors, je reviens maintenant à M. Abdoulaye Bonokono. Oui, merci madame pour le dernier tour de table. En fait, par rapport à la question des tirs d'armes dans les villes lors des célébrations de mariage, des réussites, vous savez, dans une localité du pays, j'étais procureur et il y a un agent qui, dans les bars, dans n'importe quel milieu public, il tire. Et les gens, comme Oulé le disait tout à l'heure, il n'y a pas des intouchables, mais il y en a. Il y en a. Oui. Les intouchables, l'impunité, il y en a, mon cher. Ce monsieur, les gens ont peur. Même les autorités ne peuvent pas lui parler, ne peuvent pas l'interrompre dans ses actes. Mais moi, j'ai trouvé que c'est invivable. Et donc, j'ai dit, mais les gens en parlent, mais il faudrait que je vive cela. Et justement, c'était à quelques mètres seulement de moi. Et ce jour, j'ai dit, mais alors, c'est que les gens disaient, parce que bon, moi, je ne fréquente pas les bars et tout. Mais ce jour-là, c'était juste à côté, je l'ai vu. J'étais obligé de l'interpeller. Ouais, c'est une autorité, c'est un chef de service de la localité. J'étais obligé de l'interpeller. J'ai dit, mais j'ai appris, et justement, j'ai vécu de mes propres yeux. Il dit non, c'est juste. J'ai dit non, c'est pas normal. Oui, mais moi, si vous voulez qu'on soit en bon terme, vous allez arrêter. Oui, les gens ont peur de vous le dire, de vous empêcher de le faire, mais moi, je suis obligé de vous interrompre. Et vous n'allez plus jamais faire ça. Autrement, vous savez que vous êtes un chef de service, mais vous êtes tous comme les autres citoyens. La loi s'applique sur tout le monde. Et ça, je vous le dis, arrêtez. Autrement, moi, de toute façon, je vais vous interpeller par la police et de toute façon, voilà. Je vais vous demander l'autorisation de port d'armes. C'est ce que les citoyens devront et également faire. Justement, c'est ce que la police doit le faire. C'est justement ce que la police n'a pas vu. Il y a les services de police, la gendarmerie, le commissariat, mais personne. Mais j'étais obligé d'intervenir. Et donc, c'est ce que les autres doivent le faire, à tous les niveaux. Vous voyez, pour y stopper cela. Donc, cette question, moi, je pense qu'il faudrait que, quand moi je dis la police, c'est les forces de l'ordre. C'est ça. Voilà. Donc, il faudrait que la police prenne sa responsabilité. Et c'est un service de l'État. L'État, c'est à travers ces services-là. Donc, moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez que c'est des situations, l'État, c'est nous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est une institution, mais c'est nous. Et lorsque ça ne va pas, nous devons tous intervenir. Raison pour laquelle nous avons mis en place cette plateforme de sensibilisation. Voilà, à la paix et à l'unité nationale. Et notre marchepied, c'est quoi? Nous recommandons vivement, instamment, le dialogue, la tolérance, l'inclusion, l'harmonie, la cohabitation, la solidarité. En fait, tous ces éléments-là, donc la paix et l'unité, en ont les résultantes. C'est que nous, chacun doit contribuer afin, parce que nous avons parlé de conflits communautaires. Et effectivement, ça a endeuillé beaucoup de familles, ces conflits communautaires-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? De toute façon, il faudrait que chacun prenne sa responsabilité, depuis le citoyen jusqu'au niveau de l'État. Il faudrait que nous prenions, parce que l'État, c'est nous, et la paix,
je vous assure que la paix, c'est une valeur infinie, c'est une valeur qu'on ne peut pas, en fait, qui n'a pas de valeur, enfin, qui n'a pas de prix. Et donc, nous devons tous œuvrer pour qu'il y ait la paix dans notre pays, afin que, c'est-à-dire pour construire un avenir commun, mais il faut ces éléments-là, ces valeurs-là, le dialogue, la tolérance, la compréhension, la solidarité, voilà, afin pour un Tchad uni et prospère, il le faut. Chacun doit contribuer, hein, chacun doit apporter sa pierre de contribution pour un Tchad uni. Et voilà. Je passe maintenant la parole à M. Anigué. Je pense que, comme on l'a dit depuis le début de cette discussion, la prolifération des armes à feu, des armes de guerre, aggrave le bilan, alourdit le bilan des conflits intercommunautaires et intracommunautaires, aggrave la violence et la criminalité dans le pays. Et donc, c'est vrai, les autres acteurs, la société civile et la population devraient instamment collaborer avec les forces de défense et de sécurité, travailler aussi à comme l'a dit Idrissa, déconstruire cette mauvaise perception de l'arme. Je pense aussi que les acteurs de la société civile, comme la plateforme de M. Bonokono, devaient peut-être envisager aussi des cadres de dialogue civilo-militaire, peut-être des cadres informels, des petits cadres au niveau des différentes localités du pays. Ça peut contribuer à rapprocher et à établir une certaine confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population. Mais les autorités administratives et les autorités sécuritaires, dans ce contexte où, contrairement à ce que M. Djonkam l'a dit, les brebis galeuses sont de plus en plus nombreuses et ça modifie même le profil du troupeau parce que quand c'est à 30%, à 50% du troupeau, on se demande si c'est encore des brebis galeuses ou c'est le troupeau qui s'est perverti. Dans ce contexte vos statistiques, vous les tenez d'où? Dans ce contexte... Où tenez-vous les 30%? Vous avez parlé de 99% des armes dans les trucs. Donc j'arrive à la fin de... Je peux vous le donner, le rapport. J'arrive à la fin de ma parole qui m'a été donnée. Justement. Dans ce contexte où il y a des intouchables et on les voit tous les jours, les autorités administratives et les autorités sécuritaires devraient continuer à serrer la vis et ne pas privilégier, c'est-à-dire que si on tombe sur quelqu'un qui a commis des forfaitures, s'il est acteur ou impliqué dans cette prolifération des armes à feu, quelle que soit sa position, que, comme on le voit dans certains cas de figure, que la rigueur de la loi s'applique et ça pourrait servir d'exemple, ça pourrait rassurer que les Tchadiens sont traités tous de la même façon. Alors, merci beaucoup, docteur Amigué Betimbaye. Merci beaucoup. Nous voilà à la fin du temps qui nous a été imparti. Merci à tous nos invités pour leur analyse et surtout proposition de solutions pour pouvoir, n'est-ce pas, avancer. Alors, ce débat nous rappelle à quel point la prolifération des armes représente une menace grave pour la paix et surtout pour le vivre ensemble et la stabilité du Tchad. En effet, en dépit de tout, il est temps d'agir. Pas de temps pour mettre l'huile encore sur le feu, mais il est temps d'agir. Que chacun prenne ses responsabilités. L'État, les leaders religieux, les chefs traditionnels et communautaires, la société civile, droits de l'homme, médias, tous les acteurs sont interpellés pour une cohésion sociale et un développement durable. Merci encore, merci aussi à tous nos invités. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention et fidélité de nous suivre sur Electron Group Média. Je vous dis à très bientôt au prochain numéro. Merci beaucoup. Electron TV, la vision du futur.